Ben, c'est très paradoxal, parce que les Américains partent du principe que cette aide publique au développement a été mal utilisée partout dans le monde et qu'il faut plutôt la flécher pour le grand dessein américain, c'est-à-dire le containment contre la Chine. Or, que remarque-t-on? Que la Chine est en train d'en bénéficier en développant ses propres projets d'aide au développement, chose qu'elle ne faisait pas spontanément. Donc là où l'ambition visait à contenir la Chine, on a au contraire le sentiment que la Chine, la Turquie, sans doute la Russie qui va en profiter aussi, vont se réinvestir là où les États-Unis se désengagent. Donc je ne suis pas certain que le but final recherché, comme on dit en langage militaire, soit totalement réussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Actu numéro 30, toujours sur Global Africa Télé Sud et toujours avec notre compère et ami Emmanuel Dupuis, Monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour, Alfred. Président de l'IPSE, bonjour Emmanuel, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, et toujours avec un regard très perçant sur l'Afrique. On essaye. Voilà, une fois de plus, pour parler d'Afrique, on allait aux États-Unis, qu'on appelle abusivement l'Amérique. Non, ce ne sont que les États-Unis de M. Trump, et qui a, décrété la mort de l'USAID. Donc 83% des crédits avaient été suspendus il y a quelques mois, 5 mois exactement. Et c'est dramatique, notamment pour l'Afrique, puisque je crois pour l'Afrique, 17 milliards qui s'évaporent par an. Donc, alors on n'a pas l'habitude de faire la morale dans l'émission, mais quand même, moi je pense que c'est une faute politique et morale. D'ailleurs, il y a un géopolitologue de vos confrères français, comment il s'appelle déjà? Marty, bon. Professeur Marty. Qui traite Trump de vandale. Ben oui, en tout cas c'est dramatique. Premièrement, vous l'avez rappelé, la suspension de cette institution qui a été créée par John Fitzgerald Kennedy en 1961 était contribuée à hauteur de 45% de l'aide au développement dans le monde. Et donc c'est un mastodonte avec un budget de 40 milliards de dollars par an, dont 17 milliards, vous l'avez rappelé, sur le continent africain. Alors la suspension sine die, enfin 83% donc des actions de l'USAID, l'idéologisation qui est derrière. Car désormais, tout projet d'aide au développement sera piloté directement par le State Department, par le ministère des Affaires étrangères, avec une notion de concomitance ou d'adéquation avec un projet politique, c'est-à-dire Make America First Again, et que les intérêts américains soient au firmament. Alors cela va avoir des impacts directs sur plusieurs dossiers. Premièrement, la santé infantile, car une bonne partie des projets consistait à aider les pays les plus en difficulté, 1 milliard par exemple de dollars, à la RDC, avec là aussi des conséquences dramatiques. Lors de la conférence de Séville sur le financement de l'aide publique au développement, ou de l'aide au développement tout court, il a été indiqué que la suspension déjà de l'USAID allait provoquer la mort cette année de 14 millions d'enfants qui n'auraient pas accès aux soins prodigués par l'agence, notamment les programmes donc de lutte contre les pandémies, enfin les luttes contre les épidémies, les luttes contre les pandémies et les programmes de lutte contre le sida, notamment en Afrique du Sud, où l'agence était très présente. Donc des conséquences dramatiques qui désormais sont visibles. Mais derrière tout ça, il y a aussi une autre réalité, c'est que la suspension de l'aide américaine sur le continent africain va de pair avec la suspension de la participation américaine, on l'oublie trop souvent malheureusement, activement, de l'OMS, puisque les États-Unis ont coupé, là aussi, totalement les subventions américaines, près de 968 millions de dollars, qu'elle prodiguait à l'Organisation mondiale de la santé. Donc on voit bien que les États-Unis sont en train de se désengager de leur responsabilité de l'aide publique pour les pays les pays les moins avancés, et les pays en voie de développement. Il en a été question à Séville, où la communauté internationale est désormais très préoccupée,
car si l'aide publique américaine au développement s'arrête, elle pourra être compensée par un certain nombre de philanthropes, un certain nombre de mécènes. On pense notamment à la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont accessoirement les deuxièmes contributeurs au niveau de l'OMS, mais avec quand même une incapacité à remplacer la dimension, j'allais dire, massive de l'aide publique au développement américaine. Oui, mais en plus, des mesures palliatives, on va dire, ça prendrait du temps à mettre en place. Ben, c'est très paradoxal, parce que les Américains partent du principe que cette aide publique au développement a été mal utilisée partout dans le monde et qu'il faut plutôt la flécher pour le grand dessein américain, c'est-à-dire le containment contre la Chine. Or, que remarque-t-on? Que la Chine est en train d'en bénéficier en développant ses propres projets d'aide au développement, chose qu'elle ne faisait pas spontanément. Donc là où l'ambition visait à contenir la Chine, on a au contraire le sentiment que la Chine, la Turquie, sans doute la Russie qui va en profiter aussi, vont se réinvestir là où les États-Unis se désengagent. Donc je ne suis pas certain que le but final recherché, comme on dit en langage militaire, soit totalement réussi. Alors François Heisbourg, qui est aussi un de vos collègues géopolitologues, de la Fondation pour la recherche stratégique, oui, voilà, parlait de Vandal. Il dit qu'avec et il dit aussi qu'avec ce type de décision, Trump accélère le déclin de l'Amérique. En tout cas, il ne contribue pas à montrer une Amérique à l'écoute, une Amérique dont l'empathie était caractérisée par de précédents présidents ou de précédentes administrations, qu'elles soient républicaines ou démocrates. Le rôle de vigile de la démocratie, alors que l'on fête 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, dont les États-Unis réfléchissent à réduire leur propre facture, contribuant à hauteur de 25% au fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies et à peu près autant pour les organisations de maintien de la paix. C'est-à-dire que les Américains ne paieront plus pour la prévention, la résolution et la stabilisation des conflits partout dans le monde, pas seulement sur le continent africain. Donc on a bien le sentiment que les États-Unis, hélas, le sentiment que les États-Unis se renferment sur elles-mêmes en prioritisant leurs intérêts, mais qui parfois fait qu'un certain nombre de réalités géopolitiques que les précédentes administrations avaient tenues en considération sont un petit peu marginalisées. Les États-Unis sont très présents en Afrique. Ils ont une 50aine d'ambassades. Ils ont un investissement, enfin une balance commerciale qui est légèrement supérieure à celle de la France. On dit la France, on évalue celle de la France à 54-55 milliards d'euros, importation et exportation. Les États-Unis sont à 60-65. Bon, vous voyez qu'en termes de volume, on fait jeu égal. Les États-Unis ont une logique, peut-être est-il utile de le mentionner, alors que les États-Unis ont fait un mini-sommet, mais tout petit sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Il faut avoir à l'esprit que les États-Unis ont lancé en 2000, c'était à l'époque le président George Bush Jr. qui l'avait lancé, ça a été ensuite confirmé par le président Bill Clinton, pas infirmé par l'administration Trump 1 et renforcé par l'administration Biden, de ce qu'on appelle l'Africa Growth Opportunity Act, c'est-à-dire de privilégier l'accès de 1800 produits africains de 39 pays pour essayer de favoriser l'accès donc au marché américain. Et que constate-t-on? Que le président américain, vraisemblablement en septembre, va abroger cette AGOA, Africa Growth Opportunity Act. On constate d'ailleurs pire, que le président américain a relancé l'idée de faire des listes de pays qui, à défaut de ne pas pouvoir rentrer aux États-Unis, auront de grandes difficultés administratives pour pouvoir le faire. Il y a 22 pays qui, pour l'instant, sont sur cette liste, une liste rouge, une liste orange, une liste jaune. Un certain nombre de pays se voient absolument interdit dans toutes les configurations l'accès sur le territoire américain. C'est le cas, par exemple, du Soudan ou de la Somalie, ou bien sûr de la Libye, par rapport à la situation sécuritaire, entre autres. Et donc, ça donne le sentiment qu'une partie des afro-descendants ne sont pas vraiment écoutés, car ils ont marginalement davantage
voté pour le président Trump qu'on ne l'aurait pensé par rapport à l'élection et la candidature de Kamala Harris. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a à peu près 35 millions d'afro-descendants sur le continent, aux États-Unis, et que ça la compte, mais que le président américain, vraisemblablement, n'entend pas par rapport à leur africanité ou le sentiment d'appartenance à une double culture, américaine d'une part, et afro-descendante d'autre part.